Bien, nous allons reprendre le cours de cette plénière du Congrès des âges et du vieillissement. Le 22 septembre dernier, Philippe Vinder, le président de Citoyen-Âge, a été reçu par le... Est-ce que je vais demander un petit peu... C'est Monsieur Sylla qui parle fort comme ça? Bah alors, Monsieur Sylla, je vous entends jusqu'ici. Je vous taquine. Alors, je disais donc, le 22 septembre dernier, Philippe Vinder, le président de Citoyen-Âge, a été reçu par le président du Sénat, c'était Gérard Larcher. L'occasion pour les deux présidents de dialoguer sur la liberté, sur l'expression des personnes âgées ou bien encore sur l'autonomie. Eh bien, nous avons pu avoir accès à cet entretien. Je vous propose d'écouter les deux présidents, Philippe Vinder, Gérard Larcher. Je vais vous dire en deux mots quand même, vous rappeler quel est l'objectif et l'histoire du mouvement Citoyen-Âge, qui a à peu près 25 ans et qui porte donc l'expression des personnes âgées en résidence. On n'aime pas du tout le mot EHPAD, vous le savez d'ailleurs. Donc en résidence pour personnes âgées et aidées à domicile, ça c'est très important. Il ne faut pas oublier les personnes âgées à domicile, et ça depuis 25 ans, et on commence à être quand même un peu connu des pouvoirs publics et du public. Voilà. Eh bien, d'abord, Monsieur le Président, heureux d'échanger avec vous. En m'adressant à l'ensemble des congressistes et à Pascal Chanvert, j'aurais aimé être là. Nous le faisons par cet entretien, Monsieur le Président de Citoyen-Âge et moi-même. C'est l'occasion de dire que vous êtes sur un sujet majeur, qui est sans doute un sujet qui trace un peu une forme d'éthique collective de la société. Parler aujourd'hui est important. Je vois que la première conférence par le mot éthique, elle parle respect, elle parle surtout citoyen. Et au fond, Citoyen-Âge, le Sénat qui est le lieu de la sagesse et de l'expérience, et peut-être un lieu où il était bon de se rencontrer aujourd'hui, Monsieur le Président. Vous avez évoqué, et vous allez évoquer les enjeux liés à l'expression des personnes âgées vulnérables. Je veux vous dire combien je suis sensible à cette démarche. Et le fait que dans votre congrès, il y ait la rencontre entre professionnels, élus et personnes âgées, c'est, pour reprendre votre mot et le titre, c'est une démarche citoyenne. Il s'agit, pour les seniors, je vais reprendre le mot du philosophe Michel de Certeau, pardon, à propos de mai 68, qui disait « il faut prendre la parole comme on a pris la Bastille ». Alors, je ne sais pas si vous allez prendre la Bastille, mais, Monsieur le Président, il est important que vous preniez la parole. La période du Covid s'y prête encore plus, car nous savons, et je sais personnellement, et je n'irai pas plus loin, combien le confinement a pu être difficile à gérer dans un certain nombre d'institutions et d'établissements. Et combien il a fallu trouver des équilibres entre le nécessaire impératif sanitaire et le refus de l'isolement. Malheureusement, ici ou là, on n'a pas su trouver cet équilibre. Ce n'est pas par hasard, j'ai regardé si le thème de vos conférences s'intitule « L'éthique au cœur des préoccupations ». Et une autre, comment garantir la liberté de nos aînés. Nous allons d'ailleurs débattre au Sénat d'une proposition de loi au mois d'octobre tendant à créer un droit de visite pour les malades, pour les personnes âgées et handicapées, notamment en établissement. Cette proposition de loi vise à instaurer un droit de visite pour garantir dans les faits que les résidents, vous l'avez dit, vous n'aimez pas le mot EHPAD, je le comprends, il faudra d'ailleurs que nous ayons une réflexion sur le sujet. Et pour les personnes qui résident en foyer, je pense aux personnes qui sont en soins de longue durée, ou tout simplement de personnes handicapées. Pour que dans les établissements de santé, ils ne soient pas coupés de tout lien avec leurs proches
avec leur environnement, avec leurs amis. Il s'agit de poser le principe d'un droit de visite, c'est l'objectif de cette proposition de loi, pour les patients des établissements de santé ou les résidents. Le refus serait alors encadré par la loi, devrait demeurer l'exception et sous le contrôle du juge. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, Monsieur le Président, en vous répondant, mais il me semble que la démarche du législateur s'inscrit pleinement dans l'évolution sociétale qui fait qu'on ne parle plus de dépendance, mais d'autonomie et de dignité. Je crois que c'est autour du mot autonomie et dignité que nous devons nous retrouver. Voilà, Monsieur le Président, par rapport à votre première préoccupation. Merci beaucoup. Oui, d'abord, il est clair qu'on est citoyen jusqu'à la fin de la vie, et bon, des fois avec des difficultés, bien sûr, et que notre parole doit porter... Alors, je ne parle pas d'expérience, parce que l'expérience est difficile à transmettre, mais je parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on peut raconter, de comment la vie a été. Et j'ai eu l'occasion de dire il n'y a pas longtemps, justement à propos du dernier rapport éthique de l'atelier éthique d'Île-de-France, on a des projets jusqu'à la fin. Bien sûr. Voilà. Et je pense qu'avoir des projets, c'est aussi transmettre. Il y a une capacité de transmission, et voilà pourquoi elle fait partie de la dignité, mais aussi de la richesse de la société tout entière. Au fond, chacune et chacun a quelque chose à apporter dans notre société. Je l'ai vécu il y a peu de temps, au travers de l'expérience, on n'était pas dans des seniors, mais de personnes qui connaissaient le handicap. Et j'allais dire, collectivement, on est sortis plus forts de l'échange que nous avions eu. Donc je pense que c'est important. Et donc nous avons aussi un sujet, Monsieur le Président, mais je crois que vous vouliez m'interroger sur le report de la loi autonomie. Oui. Ça a été quand même un coup... on s'y préparait on entendait parler depuis un moment, mais ça a été quand même un coup au moral. C'est vraiment moral, en fait, hein, la perception qu'on en a eue. Bon, après, il y a des conditions, des aménagements matériels que la ministre a dit venir de différentes sources. Mais on a eu un coup au moral parce que la loi a quelque chose de... Comment dire? La loi a quelque chose de comment? La loi exprime... Oui, la loi exprime, et le président Macron d'ailleurs en avait parlé, la loi exprime l'intérêt que l'État porte aux personnes âgées. Monsieur le Président, la loi exprime, dit-on, et c'est vrai, la volonté générale. Et je crois que dans la volonté générale, nous savons qu'il y a un vrai sujet autonomie. Et ça va faire maintenant plus de 10 ans. J'avais moi-même participé, à l'époque, Madame Bachelot était ministre, à la préparation d'un texte sur, on prononçait encore le mot dépendance à l'époque, par rapport à l'autonomie. Et vous voyez que 10 ans après, on en a beaucoup parlé, et au fond, nous allons avoir quelques mesures dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais il n'y aura pas cette expression de volonté générale telle que vous l'exprimez. Et il sera important à un moment que le législateur, ça nous renvoie peut-être à une autre période, à un sujet éminemment politique en démocratie. Quelle place nous donnons à l'autonomie? Quelle place nous donnons aux aînés? Mais quelle place nous donnons aussi à nos compatriotes qui connaissent un handicap temporaire, permanent? Et donc, je crois qu'il faudra un moment qu'on cesse, pardonnez-moi, je vais peut-être choquant, un peu de bricoler à la marge par quelques mesures. C'est un enjeu majeur des politiques publiques. On ne parvient pas, et la crise devrait pourtant nous y conduire, à tirer toutes les conséquences et à adapter notre système sanitaire et médico-social.
Et nous devons avoir un débat. Plus largement, nous ne parvenons pas à tomber d'accord sur ce qui doit relever de la responsabilité de chacun et de la solidarité. Et de voir à quel niveau, dans le cadre notamment de la décentralisation, nous traitons le sujet de la solidarité. Le programme de votre colloque traite de toutes ces questions avec des intervenants venant de tous les horizons. J'espère que ça fera progresser la réflexion. Et en tous les cas, je souhaite qu'au moment où nous débattrons de quelques mesures qui sont des mesures d'ajustement dans le cadre du projet de loi de financement, parce que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il exprimera aussi, c'est constitutionnel, la volonté générale que ce soit l'occasion d'avancer. En tous les cas, je pense que c'est dans cet état d'esprit, Monsieur le Président, que je souhaite que soit le Sénat. Merci. Alors, la dernière, oui, vous l'avez déjà évoqué, mais on va terminer là-dessus. La dernière question était donc sur comment voyez-vous, à l'heure actuelle, la situation des personnes âgées. Et on se préoccupe beaucoup à Citoyennage, et on a beaucoup de membres qui sont des personnes aidées à domicile, parce que autant en établissement, bon, les choses sont difficiles, on manque de personnel, on a eu évidemment beaucoup de difficultés avec la crise, mais je pense qu'on ne parle pas assez des personnes à domicile qui ont... Alors, ils ont subi la crise de façon différente, ils ont subi la crise parce qu'ils sont isolés. Et les membres, j'ai comme président donc des membres du conseil d'administration qui sont des personnes aidées à domicile, qui ont des choses intéressantes à dire, et ce qui revient régulièrement dans leurs paroles, c'est la souffrance de l'isolement. D'abord, Monsieur le Président, vous avez raison d'insister sur le maintien au domicile, sur les conditions de maintien au domicile. Premier sujet général, et qui nous envoie dans une perspective plus lointaine, c'est la pérennité du régime des retraites. C'est quand même un sujet qui va se poser pour ceux qui, aujourd'hui, quelque part, sont les cotisants, les aidants, et qui, demain, auront besoin d'être aidés. C'est ensuite de définir le mécanisme de prise en charge de l'autonomie, que ce soit l'assurance collective, l'assurance individuelle, le rôle, je le disais il y a un instant, de la solidarité, et la pleine reconnaissance du rôle des aidants. C'est un point très, très important. C'est le sujet, d'ailleurs, je crois, d'une de vos conférences. En fait, il faut qu'on adapte la société au vieillissement en permettant notamment la priorité du maintien à domicile, et peut-être en innovant sur des formules d'hébergement qui mixent le collectif et le domicile. Parfois avec des allers-retours, en fonction des situations. Et bien sûr, ce sera un débat des mois qui viennent, parce que dans une élection présidentielle, on est, Monsieur le Président, dans un choix démocratique, et vous portez le mot citoyen. L'expression des citoyens, quel que soit leur âge, après 18 ans, elle est importante dans un choix démocratique et dans une démocratie. J'étais très heureux, Monsieur le Président, qu'on ait l'occasion d'échanger. Je crois que la démarche de citoyennage est en fait une démarche de citoyenneté engagée, mais votre vie la démontre, et quelque part de rappeler aux autres citoyens qu'il n'y a pas des citoyens en suspension ou qui ne seraient pas pleinement citoyens. Je rappelais toujours aux jeunes qui venaient nous voir qu'ils étaient les citoyens en herbe, qui allaient porter, un peu comme l'herbe ou l'épi de blé, des épis, et vous êtes de ceux qui transmettaient. Nous avons besoin de cette citoyenneté, mais nous avons besoin peut-être de retrouver un peu plus de collectif dans notre société. Nous sommes quand même souvent dans des sociétés dont la première réaction est quand même individuelle, individualiste. Je ne critique personne, mais c'est peut-être le temps de retrouver un peu de collectif. En tous les cas, je souhaite une bonne poursuite de congrès. Au moment où je parlerai devant le congrès, il y aura déjà eu une partie, il y aura une seconde partie, et je voulais
vous remercier de votre engagement et de votre témoignage, et le dire aussi à tous les membres de votre conseil d'administration. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est un message important pour nous tous. C'est un encouragement à continuer. Bon, bien sûr. On est très motivés. On a besoin de vous. Hein, on a besoin de vous. Merci. Merci, Président. Voilà donc pour cette interview exclusive, s'il vous plaît, de Gérard Larcher par Philippe Vander. Alors, on va passer à la dernière conférence de cette première journée, comment aider au retour des plus fragiles dans la cité. Et pour en parler, j'accueille Maurice Toulalan, président de la NHR, Philippe de Normandie, chirurgien neuro-orthopédique, délégué général de la Fondation NEHS, Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés, Benjamin Misery, PDG des Seigneuriales, et Pascal Tavier, administrateur de l'association belge des directeurs. Merci de les accueillir tous les 5, s'il vous plaît. Voilà. Tout le monde sous trappe. Bonsoir à tous les 5 et merci d'être avec nous ce soir pour parler donc de ce sujet. J'ai envie de commencer avec vous, Pierre-Olivier Lefebvre. On va prendre le micro. Hop, voilà. Vous êtes donc le délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. Peut-être en quelques mots, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents congrès, vous êtes déjà intervenu. Rappelez-nous ce qu'est ce réseau des villes des aînés. Oui, bonjour à tous. Merci déjà de me donner la parole. Donc, le réseau francophone Villes Amies des Aînés, c'est un réseau qui tente à mettre en œuvre le programme de l'OMS pour que le vieillissement actif soit une réalité sur le territoire, en particulier français, en faisant en sorte qu'on améliore la qualité de vie des habitants, quel que soit le sujet à l'échelle du territoire. Donc par rapport à ce qui a été dit depuis ce matin, et si je reprends les propos de Philippe Libaud, c'est même avant la prévention, le travail d'anticipation, et de faire en sorte que on ne considère pas que sur un territoire, on ait des habitants qui soient là à cause de leur âge et qu'on doive les gérer, mais de faire en sorte que l'avancée en âge soit comme une partie constituante naturelle d'un territoire et qu'on prenne à bras-le-corps les effets du vieillissement comme un effet positif sur le territoire, comme une valeur ajoutée, et en même temps qu'on décline autour de l'environnement social et de l'environnement bâti des territoires qui soient, je dirais, accueillants, bienveillants. Hein, c'est un mot à la mode aujourd'hui, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que on essaye de penser, non pas de faire quelque chose en particulier pour les personnes âgées, mais qu'on se questionne quand on met en œuvre une politique publique, de se dire, est-ce que ça fonctionne quand je suis âgé ? Est-ce que je me dis que quand j'ai mis en place un nouveau quartier, quand j'ai mis en place une voirie, un éclairage public, de la mobilité, un projet culturel, est-ce que ceux qui sont les plus avancés en âge dans le territoire se disent « Ah ben c'est bien, ils ont fait ça », ou à l'inverse, est-ce qu'ils se disent « Ah mais c'est formidable parce que ça me fait ressentir que je suis partie prenante de ça ». Et donc la démarche Villes Amies des Aînés, c'est d'une part de sensibiliser les décideurs politiques à ces enjeux-là, donc avec toute la question qu'on traite, hein, qu'est-ce que c'est que d'être vieux, qui est vieux, et ainsi de suite. Et moi, je pense à titre personnel qu'on arrivera à passer un cap quand en fait les politiques eux-mêmes seront fiers de leur âge. Et quand ils auront 70 ou 75 ans, ils mettront une photo dans le journal municipal pour se dire « Youpi, je suis vieux et je vais bien », parce que c'est une bonne nouvelle. Et puis même quand ils seront plus vieux, ils n'auront pas honte, comme à l'époque de Jacques Chirac, de dire qu'ils ont un sonotone, comme si c'était un déclin. Et là, on aura passé quelque chose. Et puis l'autre chose, pour terminer, c'est de faire en sorte que les habitants eux-mêmes et les habitants âgés aient voix au chapitre, et qu'il y ait un véritable travail de démarche participative locale au plus près pour qu'on n'ait pas d'un côté des projets où on ait pensé la ville, je dirais avec des grands experts, et puis de l'autre côté, on ait des usagers qui ne soient pas des parties prenantes et qu'on ait fait des choses qui soient des fois en dépit du bon sens parce qu'on a pensé à la place de l'autre. D'accord. Vous évoquez tout à l'heure en parlant des politiques publiques, vous dites qu'il faut se poser la question, est-ce que ça fonctionne quand je suis une personne âgée ? Est-ce que c'est ça, adapter la ville aux personnes âgées ? Et est-ce que vous avez des exemples significatifs que vous avez pu identifier et partager avec nous aujourd'hui ?
Alors en fait, des exemples, il y en a énormément. C'est tout ce qui fait notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal parlé du travail de rencontre qu'il devait y avoir entre le sanitaire et le médico-social. Une démarche Amis des aînés, c'est une démarche qui va encore, je dirais, en amont de ça. C'est comment, en dehors du champ sanitaire et médico-social, c'est-à-dire avant qu'on ait identifié qu'un tel ou un tel avait besoin d'un accompagnement ou avait une spécificité, sur le territoire, ils se disent je continue de vivre comme avant. C'est-à-dire que moi, j'ai 58 ans. Je vais plutôt pas trop mal, une petite courbature de temps en temps, voilà. Dans 5, 7 ou 8 ans, je serai retraité. Mais en réalité, mon rapport à la société sera relativement semblable en dehors du fait que mon rythme de vie ne sera pas basé sur la vie domicile-travail. Et donc la question, c'est est-ce que les horaires de ce qui est proposé correspondent à mon style et à mon rythme de vie? Est-ce que quand je mets du mobilier urbain sur un territoire, je mets du mobilier urbain qui fait que si j'ai avancé en âge, eh bien, je continue de me dire, tiens, il est adapté à qui je suis. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre une étiquette dessus pour dire fauteuil réservé aux personnes âgées. Et même dans les bus, par exemple, on travaille avec des transporteurs, et la semaine dernière, je les ai invités à observer l'usage des personnes âgées quand les bus n'étaient pas pleins. Ils ne vont pas aux places réservées aux personnes âgées. Ils vont aux places qui sont plus hautes parce qu'elles sont beaucoup plus adaptées. Si vous allez au Flunch le dimanche midi, ce que je vous conseille tous, vous verrez plein de personnes âgées et elles ne s'assiedent pas aux tables basses, elles se posent sur des assis debout parce que les chaises, elles sont plus hautes. Et ben, qu'est-ce qui fait que tous les gestionnaires d'établissements qui sont là ne mettent pas des assis debout et continuent de mettre des tables à hauteur qui fait qu'on est avec nos béquilles, on ne sait pas où les foutre et ainsi de suite. Donc c'est vraiment regarder l'usage et se dire ben, tiens, ça me va bien. Et puis il y a des choses qui fonctionnent à un endroit et pas à un autre. C'est-à-dire qu'un territoire qui est au bord de la mer, c'est pas la même chose qu'un territoire qui est à la montagne. Une métropole, c'est pas la même chose qu'un village. Et donc l'expertise d'usage fait foi pour améliorer la qualité de vie. Donc les exemples, je dirais, on peut en avoir des dizaines. Aujourd'hui, par exemple, les villes ont des plans lumière. Mais on pense le plan lumière pour illuminer la beauté de nos monuments, ce qui est très très bien. Hein. Mais si on pensait aussi le plan lumière pour faire en sorte qu'on se sente en sécurité pour marcher et qu'on ne se casse pas le col du fémur parce qu'on n'a pas vu telle ou telle embûche, ou qu'on n'a pas fait un cadencement d'un passage piéton qui fait que s'il n'y a que 10 secondes pour traverser, bah en fait, on ne traverse jamais parce qu'on a l'impression d'avoir une frontière. C'est des questions comme ça qui permettent petit à petit d'améliorer la qualité de vie. Et puis après, il y a des projets plus grands comme ceux de l'habitat, du logement et tout, mais il y a plein de gens experts autour de la table qui le déclineront sûrement mieux que moi. D'accord, donc bien regarder l'usage avant de faire, et puis ça concerne à la fois le matériel, mais également l'organisationnel. Vous disiez, c'est aussi bien du mobilier urbain que pour le coup l'adaptation d'horaire. Vous, Maurice Toulalan, vous allez prendre votre micro, vous êtes le président de la NHR. À l'instant, on vient d'entendre, il faut que les habitants aient voix au chapitre. Je crois que... Alors, vous allez voir, ça va fonctionner tout seul, sans aucun bouton sur lequel il est nécessaire d'appuyer. Tout est... Voilà, formidable. Il faut que les habitants aient voix au chapitre. Ça, je crois que c'est quelque chose, un message que vous portez, vous aussi. Alors, il faut écouter les gens. Tout à fait. Tout à fait. Et en entendant l'intervenant précédent, qui est aussi mon ami, donc je suis entièrement d'accord avec lui. Ceci dit, il ne faut pas voir la politique de la ville comme une politique de mettre quelques bancs par-ci, par-là, ou améliorer un peu l'éclairage. Moi, ça commence, pour moi, la politique de la ville, ça commence avec un document qu'on appelait autrefois le POS, le plan d'occupation des sols, et qui est devenu maintenant le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, quand je vois qu'on a tendance, parce qu'on est rationnel en France, on a des grandes idées, on veut regrouper les choses qui se regroupent, qui devraient se regrouper, théoriquement du moins, qu'on vous met vous fait un grand secteur d'activité commerciale à l'entrée de la ville, que ça dépeuple les petits commerces du centre-ville, ben je ne suis pas sûr que ça réponde aux préoccupations des adhérents de mon association qui ont par de nécessaire un certain âge. Donc là-dessus aussi, de même les EHPAD et les hôpitaux, on a eu tendance à les mettre à l'extérieur
pourquoi on a eu tendance de les mettre à l'extérieur? Ben, pour la bonne et simple raison que le foncier était beaucoup moins cher et que ça coûtait moins cher de mettre ces choses-là à l'extérieur de la ville. Bon, ceci dit, on n'a aucun moment pensé à des utilisateurs de ces structures qui sont aussi des personnes âgées. Donc tout ça, je crois qu'il va falloir revoir tout ça parce qu'on ne peut plus continuer comme on continue à l'heure actuelle, ou comme on a continué. Il y a des changements qui commencent à se faire. Comme par exemple, autre exemple, on se gargarise à l'heure actuelle qu'on va transformer la ville avec des pistes cyclables, des zones où on peut pouvoir faire son footing, etc. Je ne suis pas sûr que tous les adhérents de mon association qui ont 80-85 ans, ce soit vraiment la première de leurs préoccupations. Donc il en faut pour tous les âges. Mais jusqu'à présent, et c'est là-dessus que nous nous battons, on a eu tendance à oublier les gens qui n'étaient plus des actifs, comme on dit. S'ils étaient plus actifs, on considérait qu'ils étaient des passifs. Et de ce fait, on a eu tendance à les oublier. Et ça, il va falloir que ça change, parce que j'ai l'habitude de dire que les retraités, donc les personnes d'un certain âge, avec toute la variété qu'on peut rencontrer dans cette catégorie de population, sont 17 millions. 17 millions, s'ils étaient organisés, ça ferait un très gros parti. Et comme ce sont en plus des gens qui sont citoyens et citoyens actifs, ils vont voter. Et ils vont voter beaucoup plus, en pourcentage, que les gens plus jeunes. Donc là-dessus, il faut que les choses changent. Autrement, on va continuer à exclure et à isoler toute une catégorie de population qui aura dépassé un certain âge. D'accord, alors on a bien compris, évidemment, tout ce qui est PLU, c'est du ressort évidemment de la collectivité, que ce soit de la commune, de la communauté de communes, etc. Vous disiez, il y a de la sanction du vote possible, mais est-ce qu'on ne peut pas, entre deux élections, rendre plus participatif l'action d'organismes, d'associations, de personnes âgées, etc., pour travailler sur ces sujets-là? Est-ce que les élus se sont posé la question que vous vous posez vous-même aujourd'hui? Est-ce que quand on s'est dit, finalement, on externalise et on met à l'extérieur les zones commerciales, est-ce qu'ils se sont posé la question des personnes âgées ou pas? Je ne pense pas à l'époque, je ne pense pas, ou pas beaucoup du moins. Ça n'a pas été l'élément déclencheur. Donc, mais maintenant, les choses changent un petit peu, parce qu'ils ont compris, moi je suis ancien élu aussi, donc jusqu'aux dernières élections municipales, j'étais élu. Pas dans une grande ville, mais dans un village de 4000 habitants. Donc, ils ont compris que d'abord, c'était des électeurs, que d'autre part, il fallait absolument qu'on n'exclue pas un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas partout que ça s'est fait. Et il y a une prise de conscience, mais elle n'est pas encore assez générale. Et si je veux reprendre, par exemple, le titre de notre conférence, « Comment aider au retour des plus fragiles dans la cité ?» Moi, j'aurais aimé que ça soit intitulé « Comment la ville peut prendre en charge les besoins des personnes des plus fragiles ?» Ça change quand même, parce que là, ça laisse entendre que les personnes âgées doivent s'adapter à la ville, mais il faudrait aussi comprendre que la ville doit s'adapter aux personnes âgées. Alors, la ville doit s'adapter aux personnes âgées, dites-vous, puis les établissements également peuvent peut-être aider au retour des plus fragiles dans la cité. Nous avons le plaisir d'être avec nous ce soir Benjamin Misery. Bonsoir Benjamin, vous êtes le PDG des Seigneuriales. Parlez-nous de la philosophie que vous avez mise en place, et vos établissements sont, eux, au cœur de la cité. Justement, c'est un peu à l'inverse de ce qui vient d'être décrit. C'est une vraie volonté d'implanter nos résidences en plein cœur de ville ou en plein cœur de quartier. Parce qu'un quartier, un noyau de 500 000 habitants peut aussi mettre en place une organisation de collectivité. Et on a la modeste ambition de se dire, on ne raisonne pas simplement notre résidence avec ce qui se passe à l'intérieur, la conception des logements, leur fonctionnalité, leur ergonomie, etc., des parties communes, mais de se dire comment on va faire en sorte que 1 an après, 5 ans après, 10 ans après, il y ait un maximum d'interaction entre ce qui se passe dans la résidence et dans un environnement immédiat qui est généralement un environnement à 300 mètres.
C'est pour ça que je parle d'une échelle de 500 à 1000 habitants, parce qu'on entend des grands discours sur les mixités générationnelles, sur les mixités sociales, et on fait partie de ceux qui sommes convaincus que l'enjeu n'est pas à l'échelle d'un établissement, d'une résidence, d'un bâtiment, d'une unité immobilière, mais de comment on va construire ensemble le fait qu'il y ait un tissu commerçant, du logement social, des logements libres tout à fait classiques, une résidence étudiante ou un établissement médicalisé. Et c'est là où il faut accompagner les collectivités qui sont parfois rétifs, surtout quand ça vient du milieu privé, lucratif et commercial, mais de se dire, ben voilà, aujourd'hui on ne raisonne plus l'aménagement et l'urbanisme à l'échelle ce qu'on appelle une dent creuse. Donc on prend simplement un terrain et on construit dessus sans s'occuper de ce qu'il y a autour, mais à travers de plans d'aménagement concertés, les actes, les zones d'aménagement concertés, des plans d'aménagement. D'ailleurs, de plus en plus de concours sont organisés avec ces différentes composantes. Mais une fois qu'on a fait la théorie, une fois qu'on a construit, il s'agit de le faire vivre. Et bien évidemment, il y a les enjeux de mobilier urbain et d'équipement de la cité en tant que tel, mais il y a aussi l'animation beaucoup plus immatérielle qu'on est capable d'organiser. Moi, je prends souvent l'exemple de dire que nos espaces communs, qu'on appelle des salons-clubs, sont devenus des salles polyvalentes de quartier. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe plus de salles polyvalentes dans les quartiers. Et donc, nos salles sont proposées pour organiser des concerts, des chorales, des spectacles, parfois des marchés. Et à contrario... C'est-à-dire que vous ouvrez aux non-résidents également la possibilité d'accéder au seigneurial. C'est pas on ouvre aux non-résidents, c'est un espace qui peut être ouvert à des événements qui peuvent accueillir du monde de l'extérieur. Et à contrario, on a 7000 résidents aujourd'hui dans nos 85 résidences, de 77 ans de moyenne d'âge. On a un taux de bénévolat dans les associations d'à peu près 65%. C'est aussi les gens qui sortent s'impliquer dans la vie citoyenne, dans la vie locale, dans la vie culturelle, dans la vie associative, dans la vie humanitaire. Et nous, on considère que c'est essentiel parce que, alors, on n'est pas du tout des médecins, on ne fait pas du tout de santé, mais par contre, au quotidien, depuis 20 ans, on constate une chose, c'est que si on maintient en activité physique, si on donne les moyens de se conserver un rythme autrement que d'être assis sur son fauteuil à regarder la télé, et je peux vous dire qu'avec les chaînes d'infos continues, il n'y a rien de pire que ces dernières années, on renforce toutes les chances de conserver une autonomie, même relative, le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, on voit bien que le choix de venir dans nos établissements est souvent après l'apparition ou la connaissance de la première fragilité ou de la première pathologie. Et donc, il s'agit bien de venir chez nous pour se sentir en sécurité et se sentir moins seul. Et donc, du coup, avec la modeste promesse aussi de garder une parfaite ouverture vers l'extérieur. On va dire qu'on fait comme les communautés hippies, mais ça y ressemble. La première fois que vous avez mis en place un projet, comment ça s'est passé avec la commune sur laquelle vous êtes implanté quand vous leur avez présenté ce que vous vouliez faire ? Généralement, les collectivités sont nos premiers partenaires, parce que les services et les élus sont les premières personnes qu'on va contacter quand on identifie une zone, un terrain sur lequel on peut développer une résidence. Et donc c'est une histoire qui dure déjà à la base 4 ans, ne serait-ce que pour monter le projet immobilier. Voilà, parce que le temps immobilier est un temps long pour diverses raisons. Et donc vous imaginez bien que pendant 4 ans, on a à la fois le temps de se connaître, de s'écouter, d'échanger, de partager, de faire évoluer nos idées, parce que du coup en 4 ans, il faut qu'elles évoluent aussi, mais surtout de préparer ce que va être la vie de la résidence au sein du quartier, au sein de la commune. Et donc finalement, c'est comme quand on parle des sujets de loi très transversales, etc. À l'échelle d'une commune, l'implantation d'une résidence comme la nôtre, c'est aussi un sujet très transversal qui va concerner autant le CCAS que l'adjointe à la culture, que l'adjointe à la sécurité ou l'adjointe à la sécurité, etc. etc. Donc ce qu'on retient de ce que vous disiez, tous les trois, évidemment, il y a cette obligation et cette nécessité qu'il y ait ce dialogue entre les établissements, entre les organisations liées aux personnes âgées et les collectivités. Ça, c'est sur le territoire français. J'aimerais qu'on élargisse un petit peu le débat et la géographie avec vous, Pascal Tavier. Vous êtes administrateur de l'association belge des directeurs. Votre regard sur ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous constatez la même chose chez vous ou est-ce que c'est différent ?
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi, avant de répondre directement à votre question, de faire une petite intervention, en ce sens que je suis très heureux d'être là, dans un congrès avec de telles modalités de fonctionnement, où enfin on donne la parole aux aînés. Croyez-moi, en Belgique, ce n'est pas le cas, donc vous parlez de parallélisme, voilà déjà une mise au point. Quant à ce qui vient d'être dit, une anecdote tout simplement, Charleroi, commune voisine, 250 000 habitants, vient de créer un centre hospitalier. On l'ouvre dans quelques jours et on est seulement en train de réfléchir, de se dire comment on va faire pour que les transports en commun puissent aller jusque-là. Donc il est tout à fait isolé, près d'un nœud autoroutier, donc facile d'accès pour les gens, je veux dire, de notre âge, mais inaccessible en transport en commun. Et je dois dire aussi parce que les personnes dépendantes et les personnes âgées ont encore tendance à avoir éprouvé certaines craintes d'utiliser les autoroutes, etc. Donc voilà, pour dire aussi que le paradoxe que vous citiez, nous le rencontrons également. Quant à l'ouverture de l'établissement sur son environnement, il est vrai aussi que c'est à peu près la même chose. On rencontre quand même des structures effectivement en dehors de la cité, c'est tout à fait une ineptie. Mais le bâtiment, par exemple, que j'ai la chance de diriger, Sandili, est en plein centre du village. Et là aussi, nous pouvons jouer la carte de l'ouverture. J'aime assez parler de faire en sorte que l'établissement soit un milieu éclos plutôt qu'un milieu clos. J'ai la chance donc d'être dans un établissement situé près d'une école, près du commerce. C'est même plus qu'une chance, parce que quand nous avons construit ce bâtiment, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait plus de librairie, il n'y avait plus de bistrot, il n'y avait plus de petits commerces. Eh bien, le fait que cette maison de repos de Sandili soit dans un petit village de 2500 habitants, on a retrouvé une économie sociale locale. Et donc, j'applaudis et je rejoins tout ce qui vient d'être dit, à la fois sur la nécessité d'ouvrir l'établissement à la cité et à la fois aussi et la cité à l'établissement, hein, ce qui permet des relations intergénérationnelles par exemple. Et nous aussi, nous pratiquons effectivement beaucoup l'ouverture de l'établissement aux écoles, aux personnes âgées. Ce qui m'avait frappé il y a une vingtaine d'années quand je travaillais en institution, quand j'étais au début de mon parcours professionnel, c'est quand une personne âgée venait comme futur résident, c'est la première fois qu'il mettait les pieds dans l'établissement. Alors que maintenant, nous accueillons des personnes qui ont notamment 60, 50, 70 ans, qui viennent comme bénévoles, qui viennent comme participer à une activité, qui viennent aider quand c'est une fête de la Chandeleur, etc. Et donc vraiment, il y a une perméabilité entre l'institution et son environnement. Donc oui, la perméabilité entre la cité et l'établissement, et je pense que c'est l'avenir de notre société, c'est un enjeu sociétal. Avant de passer la parole à Philippe de Normandie, peut-être une question encore avec vous, Pierre-Olivier Lefebvre. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une commune s'engage à rendre la ville accessible aux aînés ? Alors, plusieurs choses, mais la première, c'est d'avoir une prise de conscience en fait que le défi démographique va modifier la façon de vivre ensemble entre générations. Et que si on a 30, 35, 40, on a des territoires qui ont plus de 50% d'habitants retraités, et on ne peut pas continuer de faire fonctionner des territoires, comme le disait Maurice, sur une identité que le territoire fonctionne et rythmé uniquement sur le rôle domicile-travail. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, les élus ont vraiment pris ça en considération, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, de moins en moins, en tout cas dans les territoires amis des aînés, de moins en moins, on va faire une implantation d'établissements en dehors d'un quartier ou en dehors de la zone de vie. Et on a compris ce que disait Benjamin sur le fait que c'est les 300 ou 500 mètres du périmètre de vie qui fait qu'il y a une dynamique qui se crée. Qu'on soit dans le domicile, je dirais, historique dans lequel on habitait, ou dans le domicile dans lequel on va, ou dans le domicile qu'est l'établissement EHPAD. Et ça, il y a une vraie prise de conscience au niveau des élus dans la transversalité. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, du coup, il y a une véritable politique publique qui s'inscrit alors dans le PLUI, mais même dans le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire bien en amont, je dirais, pour cartographier
la nécessité et pour anticiper. C'est-à-dire que le défi, il est à peine pour aujourd'hui. Mais l'urgence, elle est pour dans 10 ans ou pour dans 20 ans. Et le temps long dont parlait Benjamin sur la construction, il est encore plus long quand on parle d'urbanisme. Et les modifications d'urbanisme, même quand on n'est pas sur la création d'un nouveau quartier, c'est des vrais défis qui aujourd'hui impactent quand on requalifie un quartier, quand on requalifie, je dirais, une friche urbaine ou ce type de choses. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'élus qui font le choix de dire, même si le foncier est cher, on implante du service public, on implante de l'hébergement, on implante de la diversité dans les âges et pas simplement au niveau économique. Donc ça, c'est ce qui fait le nerf de la guerre. Et puis l'autre chose, c'est vraiment, en tout cas c'est le travail qu'on essaye de faire, c'est d'œuvrer à ce qu'on considère que quand on prend de l'âge, on a beaucoup entendu parler, le président du Sénat en a reparlé, la prise en charge, le coût des retraites et ainsi de suite. Donc oui, il y a un poids économique lié aux générations âgées, mais il y a un véritable levier économique d'avoir des habitants âgés sur un territoire. T'en as parlé en parlant du bénévolat, mais il y a vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, une collectivité ne pourrait pas fonctionner de façon équilibrée si elle n'avait pas l'investissement des habitants âgés sur le territoire, et donc qui sont une ressource. Et cette ressource, il faut la rendre lisible et visible, parce que quelque part, souvent, c'est renvoyé à un débat individuel, l'engagement individuel, et puis il y a une forme de culpabilisation au niveau du collectif. C'est-à-dire, on dit les vieux coûtent cher, et puis on dit individuellement, heureusement qu'on a nos grands-parents pour garder nos enfants, les retraités pour faire de l'aide aux devoirs ou pour aller visiter ou pour faire le club sportif ou même pour être élu. Très bien. Alors on aura donc retenu, pour que ce retour des plus fragiles dans la cité, il faut évidemment adapter l'environnement, il faut une volonté politique, et puis il y a des solutions plus individuelles. Là, on est sur du collectif, et les solutions individuelles, ce sont les aides techniques. Philippe de Normandie, vous avez, en octobre 2020, remis à Brigitte Bourguignon un rapport que vous avez co-rédigé avec Cécile Chevalier, notamment sur ces aides techniques pour l'autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées. On va voir ce que vous faites comme proposition pour ces aides techniques. Juste avant cela, peut-être, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui de prise en compte de ces aides techniques, que l'on soit handicapé ou que l'on soit personnes âgées? Est-ce qu'il y a une perception différente? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Il y a une différence incroyable. Ça fait 40 ans que j'opère des personnes à la fois handicapées ou des personnes âgées qui ont des grandes déformations. J'ai été déjà à un groupe Corian. Je suis frappé de deux mondes. Regardez la sémantique. Des personnes handicapées, on se bat pour l'autonomie, l'accompagnement. Regardez même autour de nos tables rondes, on a quand même réemployé le terme de dépendance, de maintenir, de prendre en charge. Je pense que dans le monde du handicap, on a fait une révolution à travers les mots. J'évoque les mots parce qu'avec Pascal Chanvert et quelques-uns, on a essayé d'écrire les mots pour le dire. Et les mots pour le dire, ils expriment bien quelque chose. Ils expriment bien le fait qu'on est dans une logique de bienveillance, et c'est qu'est-ce que souhaite faire la personne et comment je vais l'aider. Donc le sujet des aides techniques, je vais y venir. Et dans une autre approche où on pense ce qui est bon pour la personne. Et on voit bien que quand ce qui est bon sur la personne, on a une approche différente. En conclusion, les aides techniques, quand on a fait ce rapport, de toute façon, il suffit d'aller dans la rue. Vous allez en Allemagne ou en Belgique, en Flandre, vous voyez des scooters avec des personnes âgées partout, des fauteuils électriques avec des très très vieux sur les fauteuils électriques. Vous en voyez, vous, qui se promènent dans nos rues. Vous avez aujourd'hui des aides techniques chez les personnes âgées. C'est des aides techniques de la dépendance. En EHPAD, c'est des aides techniques, vous posez, c'est pas pour que vous vous démerdiez à pouvoir vous promener encore, on dit oh là là, elle va taper dans les murs et tout. C'est des aides techniques pour vous pousser, et c'est des aides techniques souvent qui sont faites, notamment je pense à toutes les aides techniques du transfert, ce sont des aides techniques qui sont faites pour les soignants. Enfin, quand je vois, mais ça me scandalise, ça m'érisse les poils, quand je vois que dans des EHPAD, on se torque d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour avoir mis 50% de rails au plafond pour faire les transferts des vieux. Mais je dis, on est fou. On est fou parce que certes, il y a des personnes très âgées qui ont besoin qu'on les aide et qu'on prenne des systèmes sophistiqués. Mais que quand on voit une fois sur deux et qu'on transforme les gens en paquets, alors que beaucoup, et vous le savez tous très bien, pourraient très bien, parce qu'on prend un guidon de transfert, parce que,
pourrait garder une autonomie, une dignité. Donc c'est vrai que les aides techniques, pour moi, ont été une révélation d'une vision sociétale qu'on avait des vieux. Il suffit de voir les modes de remboursement. Et derrière ça, en plus des professionnels, il y a quelques ergothérapeutes qui s'y intéressent. Globalement, les docteurs, ils y connaissent rien. Mes collègues gériatres, je leur dis avec toute l'amitié que j'ai pour eux, ou les médecins généralistes, ils connaissent rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vous le savez tous très bien. C'est le prestataire de service qui peut avoir été formé du marque en un week-end. Et il y en a qui font des choses très bien, mais qui globalement dit au docteur, voilà, soyez gentil de me recopier l'ordonnance. Et vous vous retrouvez systématiquement avec le lit machin, le fauteuil machin, le lait, bon, etc. Donc, et absolument pas dans une logique, qu'est-ce que souhaite la personne? Elle veut quoi? C'est quoi son projet? Donc ça, c'est une rupture majeure. Monde du handicap, monde des personnes âgées, vous vous dites là, ça mérite qu'on se pose des questions. C'est révélateur d'un dysfonctionnement, en tout cas d'une vision sociétale. Ce que vous évoquiez là, finalement, on est sur le sujet de l'évaluation de l'utilisation des aides techniques. Donc dans vos propositions, elles se trouvent sur ce sujet-là de l'évaluation, et puis on verra, il y a également le financement et l'apprentissage. On pense toujours au fric. Le problème, c'est pas d'abord l'argent. Le problème, c'est d'évaluer quels sont les besoins de la personne. C'est compliqué de faire une évaluation. Ça prend du temps, arriver à comprendre ce que souhaite la personne. Voilà, à un moment donné, c'est toujours même un compromis, parce qu'il y a un environnement, il y a une écologie, il y a des aidants, il faut l'acceptabilité des aidants. Et donc la question, c'est comment on va évaluer à domicile, comment on évalue dans des établissements. Et ça nécessite de renforcer des compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais regardez quand même les équipes APA, c'est des assistantes sociales, des docteurs. Mais où sont les professionnels? Où sont les professionnels? Les kinés, je les adore, je travaille tous les jours avec eux par mes autres activités. Mais globalement, les kinés, dans cette vision fonctionnelle, c'est quand même pas leur trip, à part quelques-uns. Et c'est vrai que les ergothérapeutes, heureusement, on en a de plus en plus, mais on a des métiers, les ergothérapeutes, on a des métiers également pour les orthophonistes, je pense à toutes les aides techniques autour du langage. Donc on a besoin d'introduire des nouvelles compétences et de solvabilité. Et c'est la raison pour laquelle on a eu notamment, en poussant les lignes, plus de 10 millions d'euros pour créer des équipes. Donc on rentre ça dans un article 51 parce que qu'on ne fait pas tout de suite la révolution. Mais enfin là, on l'a ancré pour qu'on puisse mettre en place des équipes mobiles partant de structures sanitaires ou médico-sociales avec des origines très variées suivant les territoires. Il y en a plus de 25 qui ont été financés pour pouvoir montrer que si on fait des évaluations, l'évaluation avec la personne, dans son environnement, avec ses aidants, et pour faire une bonne prescription, ce qui pose le problème des modes de financement derrière. Et si on accompagne, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de me dire, voilà, ça va être tel type d'aide. Il faut en même temps les aider, il faut les prendre en main. Ce n'est pas un truc qu'on invente. Utiliser un nouveau transfert de guidon, ce n'est pas simple. Utiliser un réhausseur pour les dents, ce n'est pas toujours facile. Donc on a un vrai sujet de l'accompagnement. D'où l'idée d'avoir un mode de financement qui soit original et qui permette de financer ces équipes pluridisciplinaires qui seront là pour faire cette évaluation et cet accompagnement, plus la prescription. À cette occasion, je tiens en même temps vous signaler que les ergothérapeutes vont avoir la possibilité de prescrire dans le cadre d'une organisation pluridisciplinaire. Le texte est passé, on est dans les décrets et les arrêtés d'application. Les choses avancent dans le bon sens et tout ça devrait être finalisé avant la fin de l'année. Deuxième volet, autour du financement, pour le coup de ces techniques. Le financement, c'est déjà une rupture de fond. C'est est-ce qu'on finance des produits ou est-ce qu'on finance un usage? On a parlé beaucoup d'usage. En France, on finance des produits. Et donc, vous achetez votre truc, et puis si jamais votre pathologie s'aggrave, ou vous vous améliorez, ou vous voulez changer d'activité, eh bien, votre produit, vous le mettez à la cave. C'est la raison pour laquelle, chez les personnes âgées, on sait que 30 à 40% des aides techniques prescrites sont dans les 3 mois foutus à la cave. Et dans les EHPAD, on en a plein les placards, et on ne sait plus quoi en faire, alors on les donne à des assos, etc. Et donc, la première révolution, et c'est ce qui s'introduit, et on le voit dans le texte qui vient de sortir sur les fauteuils, où on introduit ces notions de location longue, de mode courte ou longue. C'est-à-dire qu'on introduit une notion qui est une notion où l'usage doit primer sur le produit. Alors je vois bien qu'on ne fait pas la révolution du jour au lendemain, c'est compliqué, ça pose des problèmes de trésorerie pour les prestataires. Tous ces éléments sont en cours de négociation aujourd'hui. Mais on est vraiment sur ce sujet de fond. Et ensuite, c'est progressivement d'introduire dans la LPPR un certain nombre d'aides techniques. Enfin, je veux dire, on peut considérer que l'aide pour être debout, l'aide technique au transfert, ça peut être aussi important que l'insuline du diabétique. C'est pour être debout, pour pouvoir rester autonome et se mettre dans son fauteuil. Je veux dire, c'est un sujet clé, ça vaut le médicament. Et donc, on a un vrai sujet de réflexion pour la LPPR. Et ce qui pose un autre problème en France,
c'est que nos critères d'évaluation de ces dispositifs ne sont pas orientés sur des logiques de l'usage, et de l'usage dans des critères très individuels, parce que la satisfaction est... Donc on a parallèlement à ça, et on espère le voir dans les prochains textes, la nécessité d'introduire le fait qu'il faut repenser également nos critères d'évaluation pour introduire un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des dispositifs médicaux dans la LPPR, et donc solvabiliser de façon très claire les aides techniques, avec en plus une idée forte derrière, qui a plutôt été retenue, c'est de dire plus on va remonter des aides techniques dans la LPPR, plus on va libérer les logiques les départements sur les sujets PCH APA. Pourquoi ? Pour leur permettre en même temps de financer l'innovation. Parce que l'innovation, elle est clé. Regardez comme les nouvelles technologiques, elles nous font la révolution. Vous avez maintenant des fauteuils intelligents qui vous dites, faites gaffe, je suis en train de rentrer dans un mur, je tourne les déambulateurs, etc. On est dans une révolution. Et donc, il faut que l'innovation, elle existe. Et donc, il faut libérer des moyens de financement. L'innovation, elle est dans les territoires, elle est dans la proximité. Eh bien, libérons des financements pour que dans les territoires, on puisse faire de l'innovation. Et puis, ces innovations, quand elles sont bonnes, eh bien, elles remonteront dans un circuit. Et donc, c'est le rôle également de la CSNA, de CNSA, Caisse d'autonomie, qui prend des responsabilités maintenant beaucoup plus claires sur les aides techniques qui avaient été abandonnées. C'est un truc de fou. Donc là, maintenant, tout ça pour dire qu'il y a une vraie volonté politique d'avancer sur ce dossier. Voilà, en tant que chirurgien, je trouve que ça ne va jamais assez vite. Mais globalement, le malade saigne moins et on commence à avancer de façon concrète. Enfin, plus on chasse en meute, plus on fait bouger les lignes. L'énorme avantage, c'est que c'est un sujet qui est porté à la fois par le cabinet Bourguignon, à la fois par le cabinet Cluzel et à la fois par le cabinet Véran. Les trois sont alignés, je les réunis une fois tous les 15 jours, on fait le point sur est-ce que ça avance pas. Toutes les directions sont réunies une fois tous les 15 jours. Donc effectivement, le sujet avance, mais plus les associations, et notamment les associations, c'est un sujet également que les associations... Attention à votre micro, oui. Les Si associations des personnes personnes âgées ne sont pas assez mobilisées sur ce sujet. On a besoin de vous, et donc j'en profite et en même temps, on va faire échanger les cartes parce que vous avez à aller causer à la direction de la sécurité sociale pour aller négocier un certain nombre de choses. Maurice Toulalan, je vous vois pour le coup... Approuvé et opiné du chef, est-ce que nous dit Philippe de Normandie? Peut-être complément ou réaction par rapport à ce qu'il vient de dire justement sur ces aides techniques? Ça va être très simple. Dans le sens de ce que vient de dire M. de Normandie, on a parlé ce matin, il faut écouter les personnes âgées, etc. Mais écouter, c'est très bien, mais il faudrait surtout les entendre. Alors, les écouter et les entendre. Et Pascal Tavier le disait tout à l'heure, il est très heureux d'être ici parce qu'on donne la parole aux aînés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on donne la parole à la salle, parce qu'il y a sans doute des questions par rapport à ce que vous avez pu évoquer, on va écouter le témoignage de Citoyennage Auvergne sur les sujets que nous évoquons. Alors, tendez l'oreille, parce qu'il y a eu un petit souci technique au moment de l'enregistrement, donc c'est pas très très fort. Donc, on fait silence, on écoute tout de suite le témoignage de Citoyennage Auvergne. C'était quand même intéressant. Et puis moi, ça ne me dérange pas, au contraire, j'adore faire ça. Moi, j'estime que c'est bien parce que si on peut faire quelque chose pour le quartier, pourquoi pas? Et le collectif, c'est bien. Chacun le comprend à sa façon aussi. Et comme la vie est tellement différente maintenant, il est peut-être difficile aux personnes, aux jeunes de maintenant et même aux moins jeunes, aux 40 ans, de comprendre comment c'était autrefois, comment on vivait autrefois, je pense. Oui, il y a un travail de transmission, mais pour faire comprendre comment autrefois les femmes étaient considérées, tout ça, et de gagner sa vie, c'est une grande liberté pour la femme. Voilà, donc pour ce témoignage, on entendait difficilement, mais en tout cas, ce qui est écrit sur la fin, c'est aussi continuer à avoir ce rôle dans la ville, ce rôle dans le quartier. Et évidemment, il faut pouvoir être au cœur de la ville et au cœur du quartier. Alors, avons-nous des questions dans la salle, des témoignages,
des remarques par rapport à les sujets que nous venons d'évoquer avec nos invités? Oui, monsieur. Alors, on va vous apporter un micro. Il arrive par derrière vous. Oui, qu'en pensez-vous des conseils municipaux des seniors? Alors, que pensez-vous des conseils municipaux des seniors? Maurice Toulalan. Oui, c'est une forme de participation. Donc, personnellement, je ne peux pas être contre. Donc, moi, je trouve que c'est très bien, à condition, évidemment, que ça ne soit pas là pour le décorum ou pour simplement des arguments électoraux. Donc, si ça marche très, très bien, on ne peut être que pour. Ce n'est pas la seule façon de faire participer les aînés, mais c'est une des façons. Et à ce titre, le président d'association de retraités que je suis ne peut qu'être pour. Je vais compléter, si vous voulez. Bien sûr, Pierre-Olivier Lefebvre. Alors, la question est complexe parce que d'une ville à l'autre, ce qui est confié au conseil municipal des seniors, au conseil des sages, au conseil des aînés, donne pas le même périmètre d'action. Donc il y a des conseils de seniors qui doivent se préoccuper que de ce qui questionne les seniors. Il y a des conseils de seniors ou de sages qui doivent en fait être une force de proposition et de réflexion pour tous les sujets de la ville. Il y a des conseils de seniors qui ont une vision intergénérationnelle et d'échange et de rencontres pour dire on ne doit pas rester isolé et tout. Donc tout ça, ça donne des choses très différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est à un moment donné de se dire qu'on peut avoir une instance dans laquelle on a le droit à la parole et on a le droit de faire des propositions auprès de la municipalité. Là où il faut être clair, c'est que si c'est une instance de réflexion et de concertation, ce n'est pas une instance de décision. Et c'est dans ce sens-là où je pense que Maurice a raison, il faut faire que ce ne soit pas juste un hochet politique pour dire c'est bien, on fait de la participation. Et l'autre chose qui est importante, c'est que ça doit composer avec les autres formes de représentation ou de démarche participative. Parce que d'abord, un conseil des seniors, il n'y a qu'un certain nombre de gens, il y a une façon de faire un appel à candidature et tout, qui peuvent quelque part être une sorte de filtrage qui fait qu'on va retrouver certaines catégories d'habitants dedans et pas du tout d'autres catégories. Donc c'est important que ça fasse partie, je dirais, d'un environnement plus large. Et c'est vrai que, par exemple, nous, dans les villes amies des aînés, on demande qu'il y ait une démarche participative et qu'elle ne soit pas confiée exclusivement au conseil des aînés ou au conseil des seniors pour que tous les habitants, à un moment donné, se disent on me pose la question à moi et on n'a pas simplement un groupe de 20-30 personnes qui s'occupent du truc et qui sont... voilà, on a vu des conseils des seniors, par exemple, où il fallait être personne qualifiée du maire pour faire partie du conseil des seniors. Donc là, on voit bien déjà qu'il y a des choses un petit peu de viciées et que ça ne donne pas la même chose que si on fait un appel à candidature ou un vote et tout ça. Benjamin Misery, dans vos établissements, est-ce que vous avez des résidents qui sont très impliqués dans la vie locale, qui sont aussi moteurs de cette démocratie participative qu'on évoquait à l'instant et qui font bouger les choses, notamment dans les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui? Oui, déjà très impliquée dans tout ce qui est association, mais qu'elle ne soit pas que dédiée aux seniors ou aux personnes âgées, qu'elle soit culturelle, sportive. On compte un maire, voilà, quelques conseillers municipaux. Et à ça, est-ce que justement cette représentativité, finalement, plutôt que de créer des conseils à chaque fois dédiés ou particularisés, est-ce qu'il y a simplement se dire et alerter les élus, de leur dire que dans la constitution de vos listes, avant les élections municipales, tout simplement aller aussi penser à des citoyens qui vivent dans des établissements. Donc je pense que ça peut aussi se faire naturellement. Pascal Tavier, il existe en Belgique des institutions comme ça de démocratie participative qui permettent de faire remonter les sujets au bourgmestre et de faire avancer les choses? Voilà, donc il existe des conseils consultatifs avec un mécanisme de consultation qui est obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est les conseils consultatifs. Mais une fois qu'il est instauré, vous avez un subventionnement avec des modalités de fonctionnement bien définies.
Et la plupart des communes essayent justement d'avoir une représentativité de toutes les composantes de la population, notamment les personnes institutionnalisées et les personnes dépendantes. C'est important pour qu'on puisse donner accès à la culture, par exemple, au sport, à l'actualité tout simplement, à toutes ces personnes en institution ou personnes dépendantes en institution ou à domicile. Voilà, mais tout cela n'a de sens, comme le disait Mouraj Toulan tout à l'heure, c'est qu'au-delà d'écouter, il faut surtout entendre ce qui est dit dans ces instances. Avons-nous d'autres questions, témoignages, remarques par rapport à ces sujets? Oui. Alors, il y a madame au fond, c'est ça? Vous avez levé la main? Non, pas du tout. Non, c'était juste un petit mouvement de bras. Donc, je pense qu'il y a une question ici. Bonjour, donc Samuel Sauvorel, directeur d'un CCAS en Charente-Maritime. Je vais revenir par rapport à l'adaptation des logements. Notre analyse des besoins sociaux s'est couplée avec le plan local d'urbanisme intercommunal pour dire qu'on avait un déficit justement de réponses adaptées au logement pour les personnes âgées et surtout d'adapter financièrement. On a déposé un projet de résidence autonomie auprès du département et la réponse donc, de la directrice de l'autonomie c'était non, on ne va pas construire d'état de résidence autonomie parce qu'on a justement déjà, donc on est sur la côte atlantique, Charente-Maritime, entre La Rochelle et Royan, des établissements pour ces personnes qui ne sont pas complets. Donc on n'en fera pas d'autres. Mais nous, dans notre territoire rural, on a nos habitants retraités qui n'ont pas envie ni les moyens d'aller sur La Rochelle ou Royan. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions ou témoignages? Non. Eh bien, il me reste à vous... Ah oui, Pierre-Olivier Lefebvre. Juste sur ça, en fait, ça pose la question de l'articulation entre les territoires et des questions d'habilitation ou de financement. Et on voit bien, quand je parlais du schéma de cohérence territoriale tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, sur un territoire, il y a un document qui prescrit et qui oblige. Et si votre projet avait été intégré au SCOT, eh bien, le département aurait certainement eu je dirais, une position et un rapport de force qui n'aurait pas été le même que si c'était le rapport d'un CCAS ou d'une commune vis-à-vis de l'habilitation. Et l'évolution des politiques publiques, en fait, elle doit travailler ça à l'échelle de périmètres de vie qui sont les pays, qui sont les communautés de communes et tout ça. Et l'échelle du département doit se décomposer pour que ça fonctionne mieux et qu'on ne vous dise pas ils ont qu'à aller à 30 km parce qu'à 30 km, ce n'est pas de là où ils sont. Et du coup, il n'y a pas de sentiment d'appartenance au projet qui va être fait. Il faut dissocier, je dirais, le fait qu'on veut du logement du fait qu'on veut de l'habitat. Et les gens, ce qu'ils veulent, dans ce que vous dites, c'est qu'ils veulent habiter quelque part parce qu'ils sont de là ou qu'ils aiment être là. Et donc, ils cherchent une solution, mais qui fait que c'est d'abord le plaisir de vivre à tel endroit plutôt que de trouver un T2 ou un T3 avec tout ce qui sera super adapté. Donc c'est un peu la même chose que ce que disait Philippe sur la question des aides techniques. C'est l'usage qui doit être questionné, c'est pas simplement le côté de la prestation qui est proposée. Et ça, il y a un vrai travail, je dirais, de conviction des décideurs pour qu'ils comprennent que leur rôle, c'est pas simplement de faire des mètres carrés, des lits, des places et tout ce qu'on veut. Mais c'est long, parce que la vision de la vieillesse, en fait, n'est pas quelque chose qui est intégré dans leur façon de penser la politique publique. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été avec nous ce soir pour partager sur ce sujet de l'aide au retour des plus fragiles dans la cité. Soyez remerciés par le public qui est avec nous ce soir. Je vous garde encore juste 2 petites secondes avec moi, le temps de faire une annonce. Donc on arrive au terme évidemment de cette première journée. Je vous rappelle que dans tout juste 1 heure, donc à partir de 19h, il y a la projection en avant-première du film Debout les femmes, qui est un film qui a été un documentaire co-réalisé par Gilles Perret et François Ruffin, qui se sont tous les deux attachés à filmer les métiers du lien. Donc vous allez pouvoir découvrir ce documentaire donc en avant-première ce soir. Il y aura à l'issue de la projection un débat. Et puis sachez que demain matin, François Ruffin sera avec nous. Et donc on pourra également en parler avec lui. Voilà, très bonne soirée. Moi je vous retrouve demain matin à partir de 9h30.